Les cartes blanches de l'INP. Alain Schnapp, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes heureux de vous accueillir Galerie Colbert, dans des lieux que vous connaissez bien, entre l'Institut national d'histoire de l'art et l'Institut national d'histoire de l'art, à l'Institut national du patrimoine. Vous êtes archéologue, professeur émérite à l'université Paris 1. Vous avez récemment publié une histoire universelle des ruines, et c'est un peu en relation avec cette très belle publication que nous avons le plaisir de vous accueillir ici. Mais voilà, autour de notre conversation, il sera peut-être question d'autres choses aussi, de votre métier, de votre passion, de l'archéologie et de sa politique, et puis évidemment des ruines. Dans un amphithéâtre de la Sorbonne que vous devez connaître, il y a une assez mauvaise peinture de Léon Commerre qui représente l'archéologie, la Grèce antique se dévoilant devant l'archéologue. Je crois que c'est Maxime Collignon qui est représenté. Absolument. Oui. Alors, comment devient-on archéologue? Est-ce que c'est un dévoilement, un éblouissement du type de celui que nous montre Léon Commerre, ou bien un cheminement plus long? C'est évidemment une vision romantique, mais qui peut ne pas être absente. Certains de mes collègues qui ont eu la chance de découvrir des sites extraordinaires, ou dans des sites extraordinaires, des caches ou des objets funéraires en place, c'est toujours une émotion fantastique quand vous voyez sous la truelle apparaître une trace céramique, métallique, de bois, et de savoir où elle va vous mener. Donc il y a dans l'acte de fouille comme ce genre d'éblouissement. Mais en même temps, ce genre d'éblouissement est risqué parce qu'il risque de vous aveugler. Et arriver à maîtriser les techniques de fouille, c'est par définition avoir un pressentiment de ce qu'on cherche. Certains de mes collègues disent on ne trouve que ce que l'on cherche. C'est un peu exagéré, parce que les archéologues ont beaucoup plus d'ambition en général que ce qu'ils trouvent dans leur site ou dans les strates qu'ils examinent. Mais en même temps, on ne peut documenter correctement le moment de la découverte que si on a déjà toute une logistique de relevés, de dessins, de prélèvements, toute une série, une panoplie d'actes qui s'enchaînent de façon harmonieuse. Et quand j'essayais d'expliquer aux étudiants ce qu'était une fouille réussie, j'utilisais une métaphore venue de l'alpinisme. C'est-à-dire qu'une course bien réussie, c'est une course dans laquelle l'alpiniste mobilise ses ressources personnelles, les gens qui l'accompagnent, le tracé qu'il se donne et ce qu'il espère. Et il faut bien reconnaître que quand vous avez Walter Bonatti ou quelques personnages de cette trempe, le style qu'il donne à une course est très différent de celui d'un autre alpiniste. Et de même, je dirais, une fouille, dans son développement, dans les actes de découverte, d'extraction, de consolidation, de conservation, de mise en valeur, c'est une chaîne continue. Et la qualité de la chaîne dépend de l'expérience et de la volonté de l'animateur. Donc on peut à la fois, l'animateur j'entends, de responsable de la fouille, parce que je parle d'un animateur. Quand j'étais étudiant, il m'est arrivé, ou même jeune chercheur, d'être seul sur un chantier avec un dessinateur et une quarantaine d'ouvriers. Et la fouille pâtissait encore de l'idée du dégagement qui remontait aux origines de l'archéologie, et probablement les premiers dégagements énormes que l'on a connus en Occident étaient ceux d'Herculanum, où des équipes d'ouvriers se succédaient pendant des mois et des mois à dégager un certain nombre de structures qui étaient considérées comme les structures qu'on se devait de découvrir. On a commencé à Herculanum par ces statues. Et ces statues du théâtre ont en quelque sorte enflammé les imaginations. Mais nous savons aujourd'hui que l'archéologie est un spectre d'observation et que de la discipline que l'on accepte pour y faire face dépend les résultats de la fouille. Donc en amont, il y a un plan
l'espérance d'une découverte, les moyens qui y sont adaptés, et en aval, l'équipe capable d'extraire, de recevoir, d'instrumenter, de publier. Donc je crois que je suis né après-guerre, je fais partie des baby-boomers, la doctrine de l'archéologie était déjà au point dans les années 30, mais elle n'était pas une doctrine, je dirais, déontologique, qui respectait à la fois le service de la connaissance que doit produire le fouilleur, ses espérances à lui de découvrir des choses qui vont changer le champ d'interprétation, et puis les attentes du milieu scientifique et du public. Donc aujourd'hui, on sait mieux y faire face parce qu'on sait constituer des équipes et parce qu'on se donne le moyen de les constituer. Donc une fouille aujourd'hui qui est menée sans la présence du restaurateur, du conservateur, in situ, qui ne dispose pas des relais de laboratoire pour traiter les matières, pour restaurer les choses les plus simples comme la céramique ou les plus complexes comme de la matière organique, eh bien, elle ne peut pas se tenir. Donc je crois que dans l'arc de la deuxième moitié du XXe siècle, nous avons assisté à cette transformation lente ou rapide des pratiques de terrain, et nous avons vu, telle qu'elle était définie par des hommes comme André Leroi-Gourhan, François Borde, Michel de Bouart, pour prendre les grands archéologues français, une doctrine de la fouille, une doctrine de l'interprétation des données qui n'existait pas. Enfin, moi, quand j'ai fait ma forme, j'ai suivi des cours pour faire de l'archéologie, nous suivions des cours d'histoire de l'art. Mais la fouille, ça s'apprenait sur le terrain. Et au point que, dans ma génération, les archéologues classiques dont j'étais, ou les archéologues des époques récentes, médiévales, voire modernes, pour apprendre le métier, ils devaient aller chez les préhistoriens. L'école de fouille de Pincevent, que Leroi-Gourhan a dirigée pendant des années, celle de François Borde, ou celle de Jean Combier, Argnac-Laveine, et je pourrais en citer beaucoup d'autres. Je cite ceux que j'ai connus et dont l'œuvre m'est le plus familière. Mais donc, tout ce côté... si on prend... J'ai pris la parabole de l'alpiniste parce qu'elle induit cette dimension du risque dans la fouille. Si vous ne prenez pas la bonne décision au bon moment, vous risquez d'abîmer ou de perdre les données. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de notre conscience et qui peut ressembler à la responsabilité qui pèse sur le médecin de bien poser son diagnostic et de ne pas procéder à une intervention qui peut être dérangeante ou risquée pour le patient. Bien, nous avons vis-à-vis, toute proportion gardée, je ne vais pas considérer qu'une fouille est un acte de chirurgie hospitalière, mais la métaphore chirurgicale qui était très chère à Leroi-Gourhan, elle explique la question que vous me posiez. On ne procède pas à une fouille réglée sans avoir défini la stratégie documentaire, et le champ dans lequel on travaille, et même sans avoir une attention à ce que j'appellerais les données intrusives, c'est-à-dire qu'on cherche quelque chose, par exemple un site classique, vous dégagez une villa romaine et puis vous trouvez dessous un site mésolithique. Et il faut être préparé à y faire face. Ou le contraire, vous vous intéressez à un site médiéval ou byzantin, et puis vous tombez sur des couches classiques ou hellénistiques, et il faut... Et moi, en Grèce ou en Italie, c'est des débats que j'ai eus avec mes collègues conservateurs. La fouille doit-elle continuer, s'arrêter? Quelles précautions prendre? Une fouille virtuellement, elle va vous révéler une chronologie qui peut être très étendue, et vous ne pouvez pas garder, je dirais, la même qualité de préservation pour tous les niveaux. Vous devez, d'abord, si vous êtes en fouille préventive, vous serez peut-être à même de tout recouvrir. Donc la documentation devient encore plus essentielle. Mais même en fouille non préventive, dans un contexte qui peut être un jour ouvert au public, il va falloir faire des choix. Et de ces choix dépendent la stratégie de terrain et la relation entre l'archéologue responsable et les conservateurs qui, après lui, viendront s'occuper du terrain.
Je suis encore mortifié, par exemple, aujourd'hui, d'avoir travaillé dans les années 70 pour un grand chantier de la Cassa per il Mezzogiorno, donc la banque d'investissement qui travaille en Italie du Sud, et de m'être occupé d'une forteresse hellénistique, même classique, près d'Élé, de Velia, et qui était recouverte d'une forêt de châtaigniers. Et pour dégager un certain nombre de murs de défense ou des zones d'habitat, nous devions abattre ces châtaigniers. Moi, je n'avais pas de formation écologique, et à l'époque, on était moins attentif à cela, et j'ai un certain nombre de châtaigniers sur la conscience. Et quand je reviens sur le site, je me dis que je n'ai pas fait face à ce qui était mes obligations, et que j'ai laissé pour le futur un site dans un état qui peut poser des problèmes, parce qu'à l'époque, nous utilisions les carrés dit Wheeler, la technique en carré, qui a été abandonnée depuis, parce que justement, pas assez précise et peu adaptée à la conservation post-fouille, mais je vois encore les traces de mes tranchées sur le terrain, et je ne suis pas très fier de moi, parce que l'acte cognitif de dire ce mur va de là à là, il est de telle époque, ne justifie pas forcément une démolition ou un abandon. Et donc ça, c'est la deuxième question de la fouille, et ici à l'Institut national du patrimoine, c'est évidemment fondamental, c'est que l'acte d'excavation doit être suivi d'un acte de restauration et de protection. Et ça, on sait le faire pour les objets, mais même dans l'archéologie la plus moderne, on a des problèmes conséquents sur le long terme. La doctrine de restauration, les discussions avec les architectes posent ce genre de questions. Ce que vous nous expliquez, qui est passionnant, nous introduit un petit peu au cœur vraiment de ce qu'est la fouille. Ce que le public voit de l'archéologie, ce sont les objets qui en sont issus, qui sont souvent dans les musées, les vestiges qui ont été conservés in situ, qui sont plutôt gérés souvent par les monuments historiques. Et s'il est passionné d'archéologie, il peut lire des livres qui sont tirés à partir des rapports de fouilles, qui en sont en quelque sorte le produit raffiné, la quintessence. Mais on voit qu'une fouille, c'est une économie extrêmement complexe, c'est une division du travail qui doit être extrêmement rigoureuse, on le comprend bien pour fonctionner. Et en même temps, ça suscite deux types de questions. D'une part, c'est aussi un milieu de vie pour ceux qui fouillent. Et il n'y a pas de milieu de vie, je dirais, sans friction aussi, sans tension. C'est une communauté humaine qui se constitue. Et puis, vous l'avez un petit peu suggéré, c'est aussi une interaction avec le milieu contemporain, avec les gens qui vivent, qui travaillent à côté. Est-ce que vous pouvez... C'est le fond, c'est-à-dire, nous nous sentons investis d'une mission scientifique. Des organismes scientifiques, conseils archéologiques, institutions, décident de procéder à des fouilles dans tel endroit. Et vous, le fouilleur et son équipe, vous allez rester là 5 ans, 3 mois par an, ou moins ou plus, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et de votre présence, du type de relation que vous allez établir entre les populations environnantes et l'équipe de travail, va se dégager un certain style. Et va se dégager aussi, je dirais, une connivence, une absence de connivence, voire même une hostilité. Parce que dans certains cas, nous sommes des empêcheurs de tourner en rond. Dans les grands travaux, et c'est pourquoi il a fallu inventer, et ça a été un long combat que les gens de ma génération ont mené, pour définir l'archéologie préventive comme un moment fondamental des politiques de mémoire. Je me souviens quand, dans les années 80, mon ami Christian Goudineau, un autre de ces archéologues engagés dans la société, tenait sa première conférence d'archéologie au Collège de France. Il avait fait recréer la chaire d'Antiquité nationale, chaire à Albert Grenier. Il concluait en disant, en parlant des fouilles préventives, des non-fouilles préventives, s'adressant au public, que diriez-vous si le directeur de la Bibliothèque nationale devait chaque année décider de quels livres doivent être brûlés parce qu'on n'est pas capable de les conserver. Et il disait, c'est la situation de notre service archéologique ou de beaucoup d'archéologues face à la pression de l'archéologie préventive. Et face à la pression des
aménageurs sur les archéologues chargés du préventif. À l'époque, qui étaient très peu nombreux, ils exerçaient à l'AFAN, à l'Association pour les fouilles archéologiques nationales, dans des conditions sociales et de recrutement discutables. Donc pour répondre à votre question, il n'y a pas d'enquête archéologique sans une relation avec les populations et sans une prise en compte. Et ça, je crois que j'ai été un des premiers chargés dans les années 70, fin des années 60, d'enseigner les techniques de l'archéologie, avec mon collègue Alain Ferdière, qui ensuite est devenu professeur à l'université de Tours et directeur des antiquités. Et à l'époque, nous insistions sur l'amont, ce que je viens de faire, le dégagement, les relations entre les partenaires de la fouille, les corps scientifiques. Mais nous pensions peu au post-fouille que vous venez d'évoquer. C'est-à-dire que quand on procède à une intervention, un carré, une série de sondages, il faut penser, est-ce qu'on sera capable de les remblayer? Si on ne les remblaye pas, est-ce qu'on sera capable de préserver ce qui apparaîtra? Comment? Donc il y a là tout un travail que personne ne nous a enseigné, dont nous nous sommes plus ou moins rendus compte à cause des crises que subissait l'archéologie, ou même de nos rencontres avec des maires, avec des populations qui nous disaient « mais c'est bien beau, vous avez trouvé des choses intéressantes, mais qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce qu'on va faire un parc archéologique? Ou est-ce qu'on va tout remblayer et regardez, il n'y a rien de pire, même à Rome actuellement, dans certains endroits, que des fouilles effectuées il y a 40 ou 50 ans qui ne sont plus retenues. Il faut tailler l'herbe, il faut nettoyer, il faut... Cette manutention crée des responsabilités à long terme. D'ailleurs, quand moi je commençais à travailler en Italie ou en Grèce, les services des antiquités vous donnaient le permis, vous accompagnaient et observaient ce qui se passait. Maintenant, ils vous demandent un engagement, ils demandent à nos écoles à l'étranger de prendre en charge non seulement la fouille, mais la restauration et une partie de la mise en valeur. Et ça fait partie de cette chaîne à laquelle vous faisiez allusion. Donc le public voit les objets, voit de magnifiques monuments, mais il faut qu'il soit attentif au fait que pour arriver à ces présentations, qui sont visibles dans les parcs archéologiques, dans les musées, il y a tout ce travail d'amont, de traitement des données, de mise en valeur de ces données, je dirais de respect de ces données des populations. Nous n'avons évoqué ici que les situations européennes, mais dans des cultures dans lesquelles le rapport aux objets n'est pas le même que les nôtres, l'intervention de l'archéologue ou de l'ethnologue peut être considérée par les populations comme agressive. Et d'ailleurs, aux États-Unis, quand j'étais en Australie, j'ai vu cela aussi, les lois nouvelles de restitution font que les populations aborigènes peuvent demander la réintégration des objets qui se trouvent dans des musées, dans leur collection, voire dans certains cas, ils peuvent demander le réenfouissement. Et ça pose des problèmes extraordinaires. Enfin, je me souviens d'une discussion avec un archéologue de Melbourne qui me disait, qui avait travaillé en Tasmanie, il me dit, j'ai travaillé pendant 40 ans à fabriquer une chronologie des occupations humaines en Tasmanie, j'ai des milliers de vases que des milliers d'heures de travail ont permis de reconstituer, et maintenant, une partie de ces populations me demande de les renfouir. Pour moi, c'est un crève-cœur. Donc là, on touche la limite entre l'opération scientifique, c'est comme Oppenheimer qui disait, mais moi j'ai travaillé sur le programme de la bombe, mais je ne pensais pas que ça allait en arriver là. Ça n'a pas les mêmes proportions, là encore, mais nous manipulons quand même des faits symboliques, nous manipulons des objets, des informations qui peuvent être perçues par les populations avoisinantes comme agressives. Alors justement, on a évoqué donc cette question de l'interaction avec le milieu. Vous avez fait allusion à l'ethnologie. On a envie de penser que d'une certaine manière, le terrain de l'archéologue n'est pas sans affinité avec le terrain de l'ethnologue. Et vous avez aussi tourné un petit peu vers la dimension symbolique. Un ethnologue que j'ai pratiqué, que vous connaissiez sans doute, Daniel Fabre,
avait eu l'intuition d'un beau programme de recherche intitulé Les imaginaires archéologiques. Oui. Partant de cette idée que peu de disciplines, finalement, mobilisaient autant l'imaginaire des populations, donnaient autant à penser, donnaient autant matière à penser. Je pense qu'il y a Jean-Paul Demoule, fondateur de l'INRAP et qui s'est beaucoup intéressé à l'archéologie du contemporain. Il est passionné par le rapport entre l'art contemporain, cette question du dévoilement, du voilement, et l'archéologie. Et votre question pose aussi ce genre de problème. Comment à la fois respecter l'émotion imaginaire qui se produit lors de la rencontre entre le public et les œuvres, et la rationalité qui fait que nous, archéologues, tendons à dire cette œuvre a été fabriquée à telle époque, avec tel type de technique, par telle société, avec tel qui envisageait telle stratégie. Mais ces objets que nous avons regardés comme tels sont devenus autre chose avec le temps. Regardez les mégalithes de Bretagne, dont la première fois qu'on parle des alignements mégalithiques de Vannes, c'est lors d'une enquête menée par un notaire pour répartir les terres de l'évêque de Vannes qui procède à un testament. Et donc les arpenteurs disent de la rivière Étel à telle pierre levée, il y a tant d'espace. De cette pierre cassée à la pierre levée, il y a tant d'autres espaces. Donc on voit que pour les notaires du Moyen-Âge, les alignements mégalithiques étaient des repères dans l'espace. Est-ce qu'ils voyaient dans ces mégalithes autre chose? Nous avons des traditions textuelles qui nous disent que les mégalithes sont en fait des armées de conquérants que Merlin l'Enchanteur a transformées en pierre. Et au même moment, ou un peu après, vous avez d'autres personnes, d'autres érudits qui vous disent non, non, les mégalithes sont les restes de modifications de la surface du globe, ce sont les conséquences de révolutions tectoniques. Et l'un des meilleurs experts du XVIIIe siècle était l'inspecteur, enfin le directeur général des constructions militaires, Félix Lasauvagère, avait écrit à Voltaire, qui s'était rallié à son idée en disant ces mégalithes sont les produits de formation géologique. Donc la question que vous posiez, l'ethnologue, nature-culture, où commence la nature et où finit la culture? Et la définition de la ruine, telle que le sociologue Simmel l'a énoncée, qui vaut pour la modernité, est de dire la ruine est quelque chose qui vient du monde naturel, que les hommes transforment en un objet de culture et qui s'en revient, soit au fil du temps, soit par une catastrophe qui le touche de façon brusque, un incendie, une guerre, à la nature. Donc toute l'histoire des ruines, c'est l'extraction de la nature, la mise en forme et le retour obligé ou parfois conscient à la nature. Des ruines qu'on veut oublier, par exemple. On peut vivre auprès des ruines et n'en avoir pas conscience parce qu'on les considère comme des objets naturels. Alors nous en voici aux ruines, justement. Il n'y a pas très longtemps, Christophe Pomian était ici, il nous parlait de cette histoire mondiale des musées qu'il est en train de publier. Il nous disait que c'était un sujet auquel il avait tenté d'échapper un petit peu tout au long de sa vie, et puis qu'il avait rattrapé à un moment, et que finalement il avait dû se mettre à l'écrire. Cette histoire universelle des ruines, est-ce que c'est un sujet aussi autour duquel vous avez longtemps tourné? Est-ce que c'est une idée devant laquelle vous avez reculé avant de vous y affronter? Comment est né un petit peu ce projet de livre monument? Et mais il est né aussi de discussions avec Christophe Pomian, parce que je connaissais Christophe depuis son magnifique Histoire de la collection, et de la définition qu'il donne des sémiophores comme des objets retirés justement de l'usage commun pour devenir des objets qui brillent et qui disent quelque chose dans les collections. Mais j'ai eu la chance ensuite, invité par Salvatore Settis, de passer quelques mois avec Christophe Pomian au Getty, qui est un endroit fabuleux pour un archéologue ou pour un historien d'art, parce qu'on est au bord
du Pacifique dans des conditions absolument merveilleuses. On a tous les livres qu'on veut, toutes les photos qu'on veut, toute l'assistance. Et je venais de terminer un livre qui était un peu la conséquence de mes années d'enseignement, ce que j'avais appelé la conquête du passé, une histoire des pratiques antiquaires et de l'archéologie jusqu'à l'archéologie moderne. Et en discutant avec Christophe, qui pensait lui aussi déjà à son histoire du musée, qui en avait donné différents essais, et puis avec les collègues que j'ai eu la chance de rencontrer au Getty, je me suis dit, mais personne n'a réfléchi au rôle des ruines de façon comparée. Nous connaissons les ruines du Moyen-Âge, nous connaissons les ruines de la protohistoire, nous avons quelques idées des ruines romaines ou des ruines du monde américain ancien, mais en quoi ce concept de ruine permet-il de rassembler des questions sur l'ensemble des civilisations? En gros, mon histoire des ruines, comme l'histoire des musées de Poméane, part de l'idée que ce concept complexe, qui a mis beaucoup de temps à s'élaborer, le musée pour Poméane, la ruine dans mon cas, il est partagé sous des formes très différentes par des civilisations aussi anciennes que modernes. Et grâce à ce séjour au Getty, avec cet appétit illimité des livres qui l'autorise, et au fait que je suis venu à cette idée, et quand j'ai élaboré cette idée, les gens du Getty m'ont dit « mais puisque vous vous trouvez si bien chez nous, revenez ». Et donc j'ai encore passé une année complète avec ce projet. C'est là que j'ai commencé à écrire. Donc c'était en 2008. Les premiers linéaments de ce livre, que j'ai complété ensuite par d'autres voyages, parce que ce qui est intéressant dans l'histoire des ruines, c'est que chaque civilisation, même chaque type de culture, crée ses propres ruines. Et donc la vision des ruines que vous avez depuis Berlin, où j'ai passé un an, et ce que vous avez depuis Pérouse, où j'ai passé aussi 6 mois, ou de Naples, n'est pas exactement la même. De même que les bibliographies. Et quand j'ai commencé à écrire ce livre, on n'avait pas encore la World Catalog et l'Internet facile, qui permet maintenant de recevoir ou de trouver des livres même introuvables. Donc à l'époque, il fallait faire des périmètres, des pèlerinages dans des bibliothèques rares, et j'ai travaillé à Cambridge, ou en Allemagne, à Berlin et dans d'autres villes, sur des collections ou sur des ouvrages rares qui me permettaient d'entrer en communication avec ces milieux très différents qui sont composés d'antiquaires, mais pas seulement l'antiquaire dans le sens que je donne à ce terme, c'est celui qui s'intéresse à l'Antiquité. C'est pas celui qui vend des objets, c'est celui qui regarde les objets comme signifiants pour la curiosité qui est la sienne. Et la ruine, et les ruines, accompagnent l'antiquaire. Est-ce que vous voulez nous évoquer un petit peu pour nous le mouvement général de votre livre, si vous voulez, peut-être les points d'inflexion importants de celui-ci? Oui, mon livre commence par une discussion sur qu'est-ce que la ruine, dans sa dimension éthique, matérielle et anthropologique. Et là, j'essaye de me poser, c'est très inspiré du travail de Christophe Poméane, j'essaye de me poser la question non pas d'une définition substantive des ruines, qui à mon sens ne fonctionnerait pas parce qu'il y a trop de sociétés et trop de cas, mais d'une dimension combinatoire des ruines. C'est-à-dire que pour moi, la ruine, c'est quelque chose qui prend dans 3 registres. Le premier, celui dont je viens de parler, de l'opposition entre nature et culture. Pour que la ruine soit ruine, il faut avoir extrait l'objet, le monument, l'avoir construit ou l'avoir, préparé, puis l'utiliser. Et dans cette utilisation, l'avoir abandonné pour des raisons d'oubli ou pour des raisons de catastrophe. Ça, c'est le rapport entre nature et culture. Mais le second rapport qui caractérise la ruine, vous y avez fait allusion tout à l'heure en posant la question de l'imaginaire, c'est matériel-immatériel. La ruine, c'est un bout de bois trouvé en place avec un autre bout de bois qui forment un cercle, et ce cercle forme peut-être l'armature interne d'une déposition funéraire. Quelle est la relation entre ce que vous observez, vous dégagez, et ce que vous interprétez? C'est là que le rapport entre matériel et immatériel devient important, parce que la ruine
c'est quelque chose dont vous pouvez définir la fonction. Vous allez dire ceci était un château, ceci était un habitat, ceci était une cabane. Et en même temps, pour arriver à cette définition, vous devez l'imaginer telle qu'elle était, la restitution. Donc dans la ruine, il y a forcément une qualité imaginaire qui va faire d'ailleurs qu'elle n'est pas entièrement matérielle. Si vous n'avez pas une tradition orale ou écrite qui vous éclaire sur la ruine, vous avez bien du mal à l'interpréter. C'est le problème des mégalithes. Et nous n'avons réussi à interpréter les mégalithes que quand nous avons été capables de fabriquer une chronologie de la préhistoire et de leur donner une place à l'intérieur. Donc ça, c'est la deuxième dimension. Mais la troisième, et peut-être la plus fondamentale, c'est l'opposition entre la mémoire et l'oubli. Si la ruine n'a pas été oubliée, elle n'est pas une ruine, elle est un objet toujours en fonction. Hein, comme on disait que le pape était l'incarnation, Hobbes disait ça, le pape, c'est l'incarnation vivante de l'Empire romain qui est toujours là. Donc pour qu'il y ait ruine, il faut qu'il y ait action du temps sur les choses. Et l'action du temps sur les choses, c'est l'action du temps sur les hommes, leur mémoire. Donc certains objets n'ont jamais été oubliés, ou très peu, et donc leur état de ruine peut poser problème, et d'autres l'ont été complètement. Regardez nos sites néolithiques, paléolithiques, les plus extraordinaires, ce sont évidemment les grottes ornées. Les grottes ornées avaient disparu depuis 15-20 000 ans de l'horizon humain. Et un jour, un chasseur, accompagné de sa petite fille, tombe sur cette nécropole, ces grottes espagnoles, et brusquement la petite fille qui est entrée dans une de ces gorges, elle revient voir son père et elle se met à dire « Toros, toros, les taureaux ». C'est les taureaux, l'un des plus grands sites de la préhistoire hispanique. Et quand ils seront découverts, rappelez-vous que la majorité des préhistoriens de l'époque disaient « c'est pas possible ». Les hommes de cette époque-là n'étaient pas capables de peindre. Donc ces objets ne datent pas de cette époque où ce sont des faux. Et donc c'est la troisième dimension, mémoire-oubli. Comment est-ce qu'il y a une mémoire orale? Mon collègue José Garanger l'a démontré pour ses fouilles en Nouvelle-Zébrine, Vanuatu, où en suivant des chansons de gestes coutumières, il a identifié un petit atoll, et sur cet atoll, il a procédé à une fouille qui a montré que la chanson de gestes rappelait les conditions d'inhumation du roi et de ses serviteurs qui avaient été inhumés à cet endroit. C'est une des très rares vérifications. La sépulture de roi Mata, fouillée par José Garanger, remonte au XVe siècle et il a recueilli la version au XXe. Donc elle donne une idée de la capacité de la mémoire humaine à se transmettre. Et c'est là que j'appelle ces catégories matérielles, immatérielles, oubli et mémoire, qui sont, avec la toute première couche nature-culture que j'évoquais tout à l'heure, les trois outils qui permettent de fabriquer, de bricoler, à chaque société de bricoler ses ruines. Et donc, je suis parti de là en disant, bon, je ne peux pas écrire un chapitre sur les ruines de la préhistoire, il est encore à écrire, il faudra beaucoup de fouilles, comme celles qui ont lieu à Gözlem-Tepe en Turquie actuellement sur ces habitats pré-céramiques, et qu'un jeune collègue Rémi Haddad de Nanterre a très bien étudié. Donc vous voyez des sociétés du 10e millénaire dans lesquelles on voit déjà des espaces préservés pour être des sémiophores ou pour des presque ruines. Et donc une fois exploré la diversité des champs de la ruine dans la conscience humaine, je m'engage dans cette exploration, la première dans toutes les sociétés pour lesquelles j'ai des sources orales ou écrites qui me permettent de décrire la ruine. Je ne peux pas parler de sociétés dans lesquelles il y a des ruines, mais les témoignages ne permettent pas encore de reconstituer. Donc je commence avec le Proche-Orient ancien, avec les Sumériens, avec les Égyptiens. De là, je passe au monde gréco-romain,
où le mot de moderne de ruine est le moment où le mot de moderne de ruine dans la plupart de nos langues modernes est inventé, ruine, hein, le ruau, ruiner, ruau c'est ce qui tombe. Et la ruine coexiste avec un autre type d'objet du passé, vestige. Et vestige, vestigia en latin, comme en grec ichné, cela veut dire la trace de quelque chose sur une surface meuble. À la limite, la trace de la main d'un enfant ou d'un peintre dans une grotte ornée, une impression dans le sable qui a été fossilisée. Et cette tension, je la retrouve chez les Chinois ou dans la littérature arabe ancienne. Donc, je ne dis pas que la ruine est une catégorie structurante de l'esprit humain, mais qu'elle est présente à l'état, je dirais, natif dans un certain nombre de traditions de sociétés extrêmement différentes, de sociétés industrielles et post-industrielles comme les nôtres, ou de sociétés de chasseurs-cueilleurs, avec des objets qu'on se transmet d'une génération à l'autre. Donc, une fois le portrait de ces deux civilisations et des ruines et de leurs ruines traité, dans la relation entre le texte, les objets archéologiques et la poétique, parce que je me suis aperçu au fur et à mesure de l'écriture de ce livre que les poètes étaient inséparables des antiquaires, que partout où il y avait un savoir sur les ruines, il y avait des poètes qui avaient contribué à élaborer ce savoir, à le mettre en, je dirais, en musique. Et ça nous mène aux poésies médiévales, à la chanson de geste et au rôle des ruines romaines dans les chansons de geste. Et de là, je passe au monde arabo-islamique, dans lequel est inventée une forme de la ruine qui n'a rien à voir avec nos ruines occidentales, ou les ruines orientales des souverains babyloniens ou égyptiens. Parce que dans la tradition arabo-musulmane, la ruine, c'est la trace d'un campement dans le désert. Et qui sait observer ce campement, c'est écrire des vers pour l'illustrer. Et donc ce qu'on appelle la qassida, la quête des ruines dans le désert, est un chant à la fois mémoriel et érotique, parce que ce que le poète recherche, c'est les traces du campement dans lequel il a rencontré ou aperçu la femme aimée. Et donc cette intrigue qui noue la quête érotique à la quête de soi, le poète se rend dans le désert il ne va pas retrouver la femme aimée, il faudrait qu'il trouve une autre caravane. Mais il va retrouver ses traces, il va se poser la question, mais qu'est-ce qui m'a pris ce jour-là? Pourquoi suis-je là? Et que me disent les ruines? Et les ruines ne répondent pas. Alors il remonte sur son cheval, il va compléter son poème, et un autre va le remplacer à la quête des ruines. Donc il y a, j'ai appelé ça les ruines de l'absolu, mais nulle poésie que je connaisse n'est allée aussi loin que celle des Arabes du monde médiéval et moderne, dans l'élaboration de cette théorie des traces, des vestiges, de ce qu'ils appellent atlal. Et atlal, nous avons ce mot dans le français, dans les langues européennes modernes, c'est ce qu'on appelle tel, la succession. Donc ce détour par le monde médiéval musulman m'a ensuite engagé sur la piste chinoise. Et là, les Chinois sont à un autre bout de l'expérience des ruines. Pourquoi? Parce que les Chinois sont plus que tous maîtres de la tradition. Parce que les caractères qu'ils écrivent, qu'ils ont forgés, se lisent, n'ont pas évolué ou très peu évolué au fil des millénaires. Donc il y a une relation intime entre l'écriture de la ruine et la nature que l'on observe. Donc, en Occident, on est en quelque sorte lié à l'idée de l'hypermatérialité des ruines. Elles résistent. Ces cathédrales ont 1000 ans, les 2000 ans, les pyramides, comme disait Napoléon, en ont plusieurs milliers d'années. Pour les Chinois, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce qu'on voit dans le paysage. Et quand les Chinois représentent des ruines, ils les représentent comme si elles étaient intactes, comme donc des monuments, mais la nature qui les entoure, les fleurs, les arbres, ont tous dépéri.
et c'est la nature, le cadre, qui montre la ruine. Donc c'est en quelque sorte un renversement de l'idée occidentale que les Japonais poussent encore plus loin, puisque pour eux, il n'y a pas de ruine, sauf à accepter le passage du temps dans les mains de l'artisan. Donc il y a un très beau poème de Victor Ségalen qui raconte cela, et dont la preuve est moins en Chine, même si elle existe, que dans le fameux rituel de Shikinen Shengu des Japonais, qui, sur le site d'Ise, pas très loin de Kyoto, déconstruisent et reconstruisent systématiquement, depuis le 8e siècle, les mêmes 2 sanctuaires. Donc en face de chaque sanctuaire, en bois et en paille, est laissée une place libre. Au bout d'un cycle de 20 ans, on construit sur la place libre un nouveau temple. On démonte l'ancien temple, enfin, on procède à le transfert des objets sacrés du temple ancien au temple nouveau, on détruit l'ancien temple, on utilise une partie de son architecture pour décorer ou pour reconstruire des sanctuaires qui existent dans l'entourage du sanctuaire d'Ise, et on est reparti pour le même cycle de 20 ans. Et quand je me suis intéressé à ça, j'étais au Getty, et un de mes étudiants qui achevait il a été ensuite d'ailleurs, il a travaillé à l'INHA, puis il est professeur d'archéologie et d'art japonais à Paris 4 maintenant, enfin à la Sorbonne, et il m'a dit, mais je voudrais te montrer le rituel, et tu as de la chance, c'est cette année la 20e année. Et donc avec un professeur japonais de l'université de Kyoto, nous avons eu la chance de voir le rituel de déconsécration et l'atelier où le temple ancien était reconstruit à la moderne. Et ça nous amène donc à cette idée japonaise que ce ne sont pas les œuvres qui sont des monuments, mais les hommes capables de les produire. Et au Japon, on est monument historique vivant quand on maîtrise l'art du No, l'art de la céramique ou l'art de la construction. Donc c'est une conséquence extrême qui nous renvoie à ce que je disais tout à l'heure, le matériel, l'immatériel, la mémoire, l'oubli. Ces catégories varient. Donc ce champ exploratoire terminé, j'en arrive à l'Occident, avec un chapitre 6 consacré à la Renaissance et un chapitre 7 consacré aux Lumières. Et je m'arrête aux Lumières. Alors, bien, des collègues m'ont dit, mais pourquoi t'es-tu arrêté aux Lumières? Alors ma réponse est dit, d'abord qu'il y avait une question de taille, c'est-à-dire que tout projet ne peut pas être infini, et surtout parce que je pense que les Lumières ont élaboré le vocabulaire, la structure, la technique des ruines universelles, en donnant une place à ces concepts de matériel, d'immatériel, de mémoire, d'oubli, et que de nature et de culture, qui même s'ils ne sont pas exactement partagés par nos collègues japonais ou par nos collègues chinois, et qui sont vus, quand j'ai fait un séjour en Colombie avec un étudiant, un chercheur rencontré au Getty, un jeune homme qui s'intéresse à la fois à l'archéologie orientale, qui a appris le hittite, mais qui connaît aussi les langues vernaculaires des Indiens de Colombie. Et j'ai eu la chance de discuter avec des chefs coutumiers sur qu'est-ce que c'est que la mémoire. Et alors je ne me rends pas compte si je me suis bien fait comprendre, parce que je m'exprimais soit en anglais ou je comprenais leur espagnol, mais tout ça a été lié à des catégories de langue vernaculaire. Mais il me disait, mais dans le fond, quand tu nous dis, et c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire, que pour les Mésopotamiens, le futur est derrière nous et le passé est devant nous, eh bien figure-toi que chez nous, c'est la même chose. Et vous voyez, quand vous dites le futur est derrière nous et le passé est devant nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez prendre conscience de toute la chaîne des hommes qui vous ont précédés, des rois qui les ont incarnés, des objets et des monuments qu'ils ont construits, pour une fois que vous l'avez compris, vous retournez et regardez le futur, qui est donc derrière vous. Et le fait que
une des sociétés les plus complexes de l'Orient ancien, les Suméro-Acadiens, ait théorisé cette idée de derrière et devant nous, et qu'une petite tribu de la Colombie l'ait élaborée dans son coin, enfin, elle vient raffermir mon idée héritée de Lévi-Strauss que la façon dont le cerveau humain élabore et combine les choses, elle est toute proportion gardée, assez semblable, les possibilités de l'esprit humain sont les mêmes dans des sociétés très diverses. Je ne sais pas si vous avez l'intention d'écrire une suite, mais on peut peut-être évoquer avec vous quelques ruines célèbres du 19e ou du 20e siècle. Cette année, on se remémore la Commune, 1871, oui. Paris, capitale des ruines, le palais d'Orsay, oui. Les Tuileries, le palais de Saint-Cloud. Ces monuments sont restés pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans pour le palais d'Orsay. Ils ont fait le bonheur des peintres, des photographes, des touristes. Finalement, on les a détruits. Ils étaient trop lourds à supporter, sans doute. Oui, ça dépend du rapport à la ruine. Hein. La Gedächtniskirche, par exemple, ou des choses comme ça. Donc les Allemands qui ont subi des violences sur leur territoire qu'ils n'avaient pas connues lors de la Première Guerre mondiale, mais qu'ils ont éprouvé lors de la Seconde, ont laissé des monuments témoins. Et là, et Oradour-sur-Glane aussi. Et vous savez où j'ai trouvé la première trace de cette réflexion? Eh bien, dans le serment de Platée. À Platée, les cités grecques unies contre l'invasion perse se fédèrent et prêtent serment de céder les unes les autres, de ne jamais se rendre aux Perses et de ne jamais reconstruire les temples que l'impiété des Perses avait détruits, de façon à garder par le vide de l'absence la trace de la violence. Et quand vous faites allusion aux ruines de la Commune, eh bien, vous voyez ce mal-être post-communard, à la fois Paris, qui veut redevenir la ville, et qui va devenir d'ailleurs la ville lumière, ne peut pas tolérer ces ruines, il faut donc détruire et reconstruire, mais en même temps, la violence qui s'est exercée doit laisser des traces. Sauf que vous le rappelez avec la Commune, quelle violence? Il y en a eu des deux côtés. Donc la violence la plus visible est celle des communards. Mais si on va regarder bien les choses, la violence de négation des Versaillais, ou la violence exercée sur le terrain par les armées, est du même ordre. Donc le problème contemporain que nous voyons dans tout un tas de débats, c'est celui de la concurrence des mémoires. Et donc le fait que ces outils dont nous parlions pour le XVIIIe siècle ou pour des périodes très éloignées des nôtres, sont toujours dans la panoplie des défenseurs du patrimoine, des conservateurs du patrimoine, mais aussi des politiques qui regardent l'état de nos monuments. Et on peut se demander, j'ai eu la chance de participer à un jury d'un architecte qui travaille à l'école de Marne-la-Vallée, qui est une réflexion sur les ruines contemporaines et les ruines du futur. Les nazis avaient théorisé, Speer avait théorisé pour Hitler, le fait qu'il lui construirait des monuments si importants que même dans 10 000 ans, il serait encore là. Donc, c'était une reprise du vieux thème qu'on trouve en Égypte, c'est-à-dire plus c'est colossal, plus cela laissera une trace. Mais quelles seront les traces de nos buildings? Quelles seront les traces de nos autoroutes? Quelles seront les traces, c'est cet architecte qui m'a attiré mon attention là-dessus, sur nos zones de stockage. Si on regarde notre société d'un point de vue monumental, on voit que ce qui l'a fait fonctionner, ce sont ces énormes immeubles, ces voies routières et autoroutières, et ces zones de stockage dans lesquelles on collecte tout ce dont on a besoin, et pour irriguer tout ça, ces zones dans lesquelles sont traitées les données avec ces immenses mémoires qui demandent autant de conditionnement et qui détruisent l'environnement
comme les Appalaches aux États-Unis, qui les entourent. Donc, quand nous réfléchissons aux pauvres ruines du désert, du poète qui va chercher les traces de son aimé et qui voit quelques crottes de chameaux et quelques constructions qui lui montrent qu'on a élevé là des tentes et quelques restes de foyers, on se dit que nous laissons systématiquement ces traces et que parfois, j'ai vu ça aux États-Unis, près du lac du désert salé, etc., mais on le voit à Detroit aussi, brusquement, l'économie se déprend d'une ville et la ville entre en catalepsie et elle devient une ruine. Et qu'est-ce que nos sociétés peuvent faire à cela? Et aussi, comment pouvons-nous penser, j'en parlais pour l'archéologue qui se dit j'ai fait une fouille, mais qu'est-ce qu'il y aura après la fouille, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 500 ans? Quand nous construisons des bâtiments modernes, nous ne sommes plus du tout conduits comme, c'est l'exemple que mon collègue Landauer, l'architecte dont je parlais, donnait, était celui du Crystal Palace de Londres. Il montre que le Crystal Palace, c'est le premier objet entièrement démontable d'une archéologie, d'une architecture moderne. Pas besoin pour construire ce genre de construction, de fondations importantes. Pas besoin de matériaux extrêmement lourds, on peut tout démonter. Donc il retrouve un des principes des archéologies, des architectures vernaculaires. Par exemple, au Japon, dans le Japon traditionnel, les villas des grands étaient en bois et en pierre, mais extrêmement, et en bois et en paille, mais extrêmement raffinées, étaient démontées et pouvaient être reconstruits n'importe où. Il fallait juste retrouver de la paille. Et il y a des architectures modernes qui tentent d'aller dans ce sens, par opposition à l'hyperstabilité des gratte-ciel de béton ou de verre. Donc, entre Mies van der Rohe et ces architectures de la fragilité, il y a une esquisse d'une autre civilisation des ruines, dont nous ne voyons pas très bien les tenants et les aboutissants, mais qui est en marche. Et l'archéologue qui est par son œil exercé à voir ce qui était là où il n'y a plus rien, se prend parfois à imaginer ce qui resterait quand il n'y aura plus. Oui, je pense que ça fait partie du travail. Ça en fera dans la collaboration. Il n'y a pas encore assez de collaboration. Il y a les architectes de fouilles depuis très longtemps. Oui. Mais des architectes conservateurs et un lien intime entre l'architecte et le devenir d'un site archéologique, même aujourd'hui, ça manque. Et c'est la question de fond. C'est-à-dire que les actes de dégagement, de conservation, de protection, regardez par exemple l'école française a fait un très beau travail sur le palais de Malia. Si vous allez en Crète, vous allez voir d'abord la fouille à l'ancienne tout près d'Héraclion, dans les fouilles d'Evans, à Knossos, puis vous verrez une fouille moderne, beaucoup plus récente, que les Français ont menée à Malia. Et à Malia, un architecte assez habile a construit des portées très longues qui permettent de couvrir, parce que les murs découverts ne résistent pas. Ils peuvent résister 100 ans, 150 ans. Donc le parti pris de couverture est une des données du parc archéologique contemporain. Mais qu'est-ce que c'est que ce recouvrement induit sur la visite et la sensation? Il a des inconvénients. Il faut en faire la part. Et un peu comme un médecin va dire « je vous conseille ce médicament », mais il a des conséquences néfastes sur certains de ces aspects. Alain Schnapp, avant de débuter notre conversation, nous avons un petit peu parlé de l'archéologie aujourd'hui, de sa situation, de son évolution. Comment voyez-vous aujourd'hui l'état de la profession? C'est contrasté. Alors d'abord, un immense progrès. Nous avons réussi un combat qui a duré un demi-siècle, commencé dans les fin des années 50, à persuader l'État et les députés qu'il fallait une législation pour l'archéologie de sauvetage, que nous avons appelée archéologie préventive. Parce que sauvetage, ça voulait dire on sauve ce qu'on peut, mais bon, préventif, ça veut dire qu'on intègre ça nous ramène à la définition des ruines, dans la définition du monument à ce qui l'a précédé. Des fouilles qui ont lieu tout près d'ici, à la Banque de France en ce moment, en témoignent avec les très beaux panneaux. Et ça, c'est ce que fait très bien l'INRAP, la communication avec le public, qui explique aux gens que
ce livret, et moi j'ai été chargé du chantier ici aussi, et quand on m'a proposé de préserver la façade de l'hôtel de Colbert, je trouve que c'est une très belle réussite. L'acte de construction nécessite le soin de la mémoire. Et si cette mémoire est encore vivante, c'est-à-dire s'il y a des traces, il faut les mesurer et en prendre compte. Et pendant des décennies en France, les services du patrimoine, et particulièrement ce qu'on appelait le bureau des fouilles quand j'étais jeune, ensuite la sous-direction de l'archéologie, ils avaient les moyens de contrôler, mais ils n'avaient pas les moyens d'aller sur le terrain et d'établir le risque. Donc la loi sur l'archéologie préventive a doté un établissement public de ces moyens. Et ensuite, elle a permis que ces moyens, abondés par une contribution nécessaire des aménageurs, permettent l'exploration. Et donc on a, si vous voulez, quand j'ai commencé mes études d'archéologie en 1965, l'histoire et l'archéologie à la Sorbonne, eh bien, il devait y avoir, bon an, mal an, le bureau des fouilles avait été créé par Malraux en 1958. Il fallait prendre conscience de ça. En France, on s'occupait des monuments historiques, on s'occupait des musées, mais l'archéologie de terrain était complètement négligée. Et donc, quand je commence mes études dans les années, milieu des années 60, il y avait peut-être même pas 80 archéologues au service des fouilles, 2 ou 3 services municipaux à Paris et à Lyon. Et ce qu'on appelait les fouilles de sauvetage étaient menées souvent par des assistants de circonscription, des conservateurs, avec des étudiants et des bénévoles. Donc quand nous avons obtenu que le risque archéologique soit pris en compte en même temps que le risque écologique sur la même base, c'est un raisonnement un payeur-pollueur qui vient de l'écologie, nous avons remporté une grande victoire. Aujourd'hui, il y a plus de 2000 employés à l'Institut national de la recherche archéologique préventive. Il y en a plusieurs centaines dans les services archéologiques municipaux et régionaux, et il y a aussi un certain nombre d'entreprises privées qui y collaborent. Donc on peut considérer aujourd'hui qu'en France, il y a 3000 personnes qui s'occupent de l'archéologie préventive, pour probablement un petit peu moins d'1 millier qui travaillent dans les universités, au CNRS et dans les musées à la protection du patrimoine. Donc on peut considérer, ces chiffres peuvent paraître importants, mais je me souviens les avoir discutés avec des ministres ou avec des directeurs de cabinet, en leur disant « mais vous trouvez tout à fait normal qu'il y ait 2000 employés à la Bibliothèque nationale de France, et vous êtes choqués quand on vous dit qu'il y a 2000 employés pour s'occuper de toute l'archéologie préventive pour toute la France. » Donc c'est quand même, si nous sommes la première destination touristique dans le monde, nous sommes un seul des rares pays qui a une politique culturelle. Donc, pour répondre à votre question sans m'étendre sur le passé, nous disposons d'outils. Le CNRS a toujours défendu l'archéologie. Il vit malheureusement une crise budgétaire terrible. On recrute aujourd'hui, cette année, on a recruté à peu près 250, je crois, chercheurs au CNRS. Quand j'étais moi-même jeune chercheur ou professeur, on en recrutait 500, 600. Donc nous vivons, la crise économique a eu des conséquences perverses sur l'emploi scientifique. Ce n'est pas seulement pour l'emploi en archéologie, nous l'avons vu tristement en médecine, et nous le voyons aussi dans les disciplines dans lesquelles la France était garante. Donc nous avons à la fois un énorme succès des institutions, nous avons renouvelé nos champs de recherche dans les laboratoires, toutes les nouvelles techniques de l'archéologie se sont développées considérablement, les prospections, avec le géoradar, avec le lidar, nous sommes entrés dans une phase d'archéologie, je prends toujours des métaphores médicales, mais dans les années 30, de quoi disposait-on pour explorer le corps humain? De pas grand-chose, un peu de radiographie. Aujourd'hui, nous savons mener des explorations millimétriques du corps humain et de tout ce qui peut l'affecter. Et en archéologie, nous avons petit à petit constitué une panoplie de prospection qui nous permet de lire ce qui est dans le sol avant d'intervenir. Pas complètement. J'ai entendu de mauvais esprits, je dirais dire, mais puisque vous pouvez lire dans le sol, il n'y a plus besoin de chantier préventif. Et la réponse est non, nous avons des présomptions, mais vous ne diminuez pas le nombre de chirurgiens avec
l'augmentation des scanners. Hein. Donc, on rencontre toujours ce genre de difficultés. Donc, je crois que la panoplie, nous en parlions au début, les métiers de l'archéologie se sont complètement transformés. Nous avons des anthropologues sur le terrain, des archéozéologues, des chimistes spécialisés, des physiciens spécialisés dans les mesures, etc. Et ça, nous l'avons développé, ça se développe. L'INRAP a été une force d'attraction importante pour ce genre de technologie. Puis nous avons les technologies embarquées, nous avons les systèmes de relevé par drone qui modifient complètement la vision des chantiers qui est la nôtre au jour le jour, et les prospections en amont. Nous avons les prospections satellitaires. Donc, je dirais, le champ de l'archéologie est plus ouvert que jamais. Et il y montre qu'il y a, souvent nous entendons ces questions, mais il y a encore des choses à fouiller. La réponse est, quels qu'aient été les bouleversements du globe, quels qu'aient été les pillages, quelles qu'aient été les guerres, et elles sont terribles. Moi, je dis toujours que les archéologues, c'est comme les poissons dans les rivières. Quand il commence à ne plus y en avoir, ça va vraiment très mal pour la société. Et ça a été le cas pour les guerres civiles en Colombie. C'est le cas, évidemment, c'est horrible d'en parler, en Syrie, Irak, mais en Libye aussi, dans des pays donc qui ne sont pas très loin des nôtres. Et la progression de la violence dans le Sahel, elle a aussi des conséquences sur nos pratiques archéologiques. Donc le bilan qu'on peut en porter, et à mon avis pour des jeunes qui s'engageraient dans la profession d'archéologue, il y a deux dimensions. Nous sommes plus nombreux que nous n'avons jamais été dans les sociétés, les archéologues. Si nous sommes 4000 en France, nous sommes peut-être 50, 60, 80 000 dans le monde. C'est quand même conséquent, des gens en charge de la mémoire matérielle du passé. Nous avons des pharmacopées dont nous ne pouvions pas rêver il y a 50 ans. Des techniques de datation qui sont d'un raffinement tel qu'elles nous permettent des progrès énormes. Donc, il faut savoir faire face, espérer que de la pandémie dont nous souffrons et de la crise qu'elle a apportée avec elle, nous pourrons nous relever, et je dirais au même prix que ce qui s'est passé en 1945. C'est-à-dire des grands plans, le plan Marshall et quelques autres, mais aussi la façon dont l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, beaucoup moins la France, ont sauvé leur patrimoine enfoui parce qu'ils ont lancé des politiques dynamiques d'archéologie préventive. Ce que nous avons raté en France, pour des raisons qui seraient un peu longues à exprimer, mais sur lesquelles j'essaye d'écrire un petit livre avec mon collègue Jean-Paul Demoule en ce moment. Et pourquoi, en France, y a-t-il eu un tel retard dans la prise de conscience de l'intérêt du patrimoine enfoui par rapport au patrimoine exhumé? J'avais pour ma part une question qui me vient quand vous évoquez, en parlant toujours de manière collective d'ailleurs, ces progrès qui ont été ceux de l'archéologie, ces progrès institutionnels. Et cela, pour qui s'intéresse à l'histoire des politiques patrimoniales, montre qu'il y a eu une capacité de mobilisation d'une profession, mais qui n'aurait certainement pas abouti sans aussi un sens de l'organisation très important. Je suis frappé quand je compare la situation des archéologues avec celle des ethnologues, par exemple. Nombreux aussi, dans le milieu associatif, très présents aussi dans les années 1970, dont la politique aussi a été prise en charge à un moment par le ministère de la Culture. Mais pas d'organisation. Alors, les ethnologues n'ont pas exactement les mêmes problèmes, je dirais, de rapport au matériel que nous. Parce que les objets qu'ils trouvent, les champs qu'ils peuvent enregistrer, etc., sont, je dirais, des structures plus légères que nos monuments ou nos métamonuments. Mais il est vrai qu'il y a eu la chance de suivre les cours de Louis-Gourand, de rencontrer Lévi-Strauss, etc. Donc cette génération, de savants français, Michel Léris et quelques autres, Maurice Godelier encore aujourd'hui, ont dominé le champ de la discipline. Et on fait vraiment, avec l'histoire des annales, de Paris un centre. Les ethnologues n'ont l'idée qu'avaient Lévi-Strauss et Louis-Gourand en créant l'Institut d'État, avec Mauss, en développant l'Institut d'ethnologie, justement, c'est de de créer une structure de protection. Mais cette structure, elle a été remise en cause par la décolonisation, par les bouleversements sociaux que nous avons connus. En archéologie, les choses étaient un peu différentes parce qu'il était tout à fait clair pour les gens de ma génération que la situation de l'archéologie en France était dramatique.
Nous avions des chantiers dans les anciens protectorats. Nous avions un service archéologique créé par les Français en Algérie, un autre en Tunisie, au Maroc. Et en France, il n'y avait pas de service de l'archéologie. Et nos aînés, les gens de la génération 1930, des gens comme Eugène Albertini, qui avait été directeur des Antiquités de l'Algérie, ou Louis Leski, avaient d'ailleurs en 1930, 34, signé un appel pour créer un service d'archéologie en France. Et ce service n'était absolument pas créé parce qu'une partie des amateurs, les professionnels n'arrivaient pas à se mettre d'accord avec les amateurs, et les amateurs avaient peur que les professionnels viennent les contrôler. Les fouilles étaient des opérations individuelles, parfois subventionnées par l'État, mais pas toujours. Cette prise de conscience, donc, n'existait pas. Et elle a été... Michel de Beauregard, à Caen, dont je parlais, André Leroi-Gourhan, à Lyon puis Paris, avait déjà, dans une intervention faite par Leroi-Gourhan dans les années 60, on trouve les traces de la théorie du pollueur-payeur, en disant l'archéologie ne peut pas subsister si elle ne se dote pas des éléments de protection des structures enfouies qui sont à l'échelle des travaux. Donc on ne peut pas comparer une fouille programmée qui a le temps devant elle à une fouille intensive, et Leroi-Gourhan disait déjà qu'il faudrait trouver le moyen d'y arriver. Plusieurs vœux ont été émis par le Conseil de la recherche archéologique à l'époque, qui n'ont eu que des conséquences très sommaires, quand même la création du service et l'attribution de quelques emplois. Mais ces emplois n'étaient pas cohérents avec les menaces. Donc l'AFAN, l'Association pour les fouilles archéologiques nationales, association créée comme en toute illégalité, parce qu'un organisme public ne doit pas avoir un bras séculier qui est un bras privé, a été quand même porté sur les fonds baptismaux par le service de l'archéologie, et il a commencé à gonfler au fur et à mesure des besoins des industriels qui construisaient des autoroutes, qui construisaient des trains, qui construisaient de grandes centrales, et on s'est mis à recruter. Un beau jour, l'AFAN avait plus de 1000 employés. Et ces 1000 employés, les intégrer dans le service des patrimoines du ministère qui avait moins de 500 ou de 300 employés, c'était pas possible. Donc il a fallu imaginer quelque chose, et ça a été un long combat dont je dois dire qu'il a été gagné parce qu'il y a eu une solidarité extrême, parce que nous avons créé, à l'instigation de Clément Seller, administrateur de la Maison des sciences de l'homme, cette revue Les Nouvelles de l'archéologie, à l'époque considérée par une partie de la direction du patrimoine comme une revue dangereuse, etc., comme un outil qui a permis de fédérer la conscience en donnant des statistiques, en montrant que la France était le pays qui dépensait le moins par kilomètre carré en matière d'archéologie que le reste de l'Europe. Et là, d'abord grâce à Max Kérien, grand administrateur du patrimoine, qui a été chargé par Jacques Lang d'un rapport, puis des rapports successifs, là il y en a plus d'une dizaine, nous avons eu la divine surprise de voir, grâce à Pierre Encrevé, autre personnage qui a joué un rôle fondamental, c'était un linguiste, mais conseiller de Catherine Trautmann, puis de quelques-uns de ses successeurs, Catherine Tasca, qui a permis de lancer cette idée qu'il fallait un établissement public spécifique. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, non seulement on a pu stabiliser la situation de l'archéologie en France, mais se doter d'un outil qui, travaillant à des échelles techniques extrêmement développées, peut servir au ministère de la Culture et au ministère des Affaires étrangères dans ses relations internationales. Donc l'INRAP est une institution qui est présente en Afrique du Sud, elle a été présente à Beyrouth, elle est présente en Afrique, elle est présente dans les pays asiatiques, elle vient épauler nos politiques du patrimoine. Et donc je dois dire, c'est pas d'immodestie de dire que collectivement notre génération a créé un outil qui, avec ses qualités, peut-être certains défauts, mais quand on vient me dire « oh, il y a des tas de défauts à l'INRAP », et moi ma réponse est de dire « mais vous croyez qu'il n'y en a aucun dans nos universités? Vous croyez qu'il n'y en a aucun au CNRS ?» Bon, donc l'INRAP, il a réussi une politique de professionnalisation de l'archéologie en France, et tout ce que je souhaite, c'est un meilleur rapprochement, et je suis heureux de le dire ici, dans le siège de l'INPE, entre les professions du patrimoine, les conservateurs, les restaurateurs que vous formez, et les gens qui travaillent sur le terrain dans l'archéologie préventive. Ça existe, mais ça doit se développer encore plus.
Et nous y travaillons, je crois. Alain Schnapp, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous accueillir ici et j'espère bientôt de vous accueillir de nouveau puisque vous avez un nouveau livre qui est en préparation. Vous êtes toujours le bienvenu dans cette maison. Merci. Merci. C'était une carte blanche de l'INP. Retrouvez l'ensemble des épisodes sur la médiathèque numérique de l'Institut national du patrimoine, médiathèque-numérique.inp.fr.